Bien. Bonjour tout le monde. Désolée pour le contretemps. Bien. Merci. Nous allons présenter, mon ami et collègue et moi-même, une communication qui porte sur le discours polémique dans la presse francophone autour de la question linguistique en Algérie. En fait, ce titre est légèrement différent de celui annoncé dans le programme, parce qu'au fur et à mesure que nous avancions dans notre analyse et dans la recherche, nous avons ajusté les termes adéquats qui nous ont semblé plus adéquats par rapport au contenu de cette petite analyse. Donc, le sujet que nous allons traiter, c'est donc la question linguistique en Algérie et comment est-ce que elle est traitée à travers la presse. Il y a quelqu'un qui est en ligne et qui a son micro ouvert. Alors, les récentes recherches autour des langues polémiques, les récentes polémiques autour des langues en Algérie. La question linguistique en Algérie n'a jamais été abordée de manière apaisée et sereine et a toujours suscité des débats et des polémiques. C'est ce que nous allons mettre en exergue, c'est ce caractère passionné du débat qui va de la polémique à la polémisation. À travers, justement, nous avons choisi deux débats, les plus récents. Il y en a eu depuis longtemps, depuis 1962. La question linguistique en Algérie se pose comme un sujet de débat, mais nous n'avons choisi que les deux derniers sujets qui sont la proposition de loi portant généralisation de l'enseignement de Tamazirt et le débat polémique qui est né autour de la suggestion de remplacement du français par l'anglais. Pour ce faire, nous avons choisi de choisir le traitement que va apporter la presse francophone autour de ces deux sujets. Le discours polémique dans le discours de la presse traditionnelle et numérique, à travers la titrologie seulement. Nous ne nous sommes pas attardés sur la thématique des sujets, mais à travers l'analyse titrologique simple. Ensuite, nous allons présenter les fonctions, les définitions des titres, informatifs et incitatifs, et la présentation et l'analyse du corpus de presse. C'est bon ? Oui, donc merci Farida de cette présentation, de la présentation du plan. Je souhaite à mon tour remercier ma collègue et amie Hafida Berber de l'organisation de cette journée. Donc Farida a déjà parlé du caractère problématique des langues et du caractère polémique des langues en Algérie. Donc la question suscite des débats et des polémiques depuis l'indépendance ou même d'avant l'indépendance. Et donc la question de linguistique, elle est associée, elle est essentialisée, notamment dans les discours officiels et discours politiques. S'il vous plaît, alors je demande à nos collègues qui sont connectés de couper le son, parce qu'il y a des interférences. Voilà, je vous remercie. Donc les politiques linguistiques décidées après l'indépendance du pays ont prôné toutes l'unilinguisme au détriment du multilinguisme, ça on le sait, on ne va pas s'attarder sur ça. Donc il en a résulté deux principales conséquences, à savoir l'amélioration des langues premières que sont l'arabe algérien et les langues berbères, et une attitude ambivalente à l'égard, sinon schizophrénique, à l'égard du français, qui est diabolisé dans les discours populistes et utilisé, même s'il est utilisé par les responsables politiques et même s'il est utilisé dans certains secteurs névralgiques notamment. Alors le paradoxe linguistique de l'Algérie, c'est que les langues effectives ne sont pas reconnues et les langues non effectives sont reconnues officiellement. Les discours politiques continuent d'associer les langues à des événements historiques, à une idée rigide de l'identité, mais aussi à une guerre prolongée, à un ennemi imaginaire, même historique, mais imaginaire surtout. Alors ce caractère passionné du débat
se pose depuis l'indépendance du pays. Le caractère passionnel s'est accentué avec l'ouverture du champ médiatique au privé, mais à la démocratisation du champ médiatique notamment. La presse s'est à chaque fois saisie de ce sujet concernant les langues. Le plus ancien débat concerne l'introduction de l'anglais à la place du français dans le système d'éducation dès la 4e année primaire, à la place du français, donc qui date des années de 1994. Toutes les décisions concernant Tamazight ont également été relayées par la presse, qu'elle soit publique ou privée. Et on sait que on a remarqué que depuis l'avènement de l'Internet et surtout les réseaux sociaux numériques, le compte rendu des polémiques s'est accentué pour s'apparenter à de la polémisation discursive. Donc voilà, il y a une amplification de la polémique à travers les réseaux sociaux numériques et on constate une certaine viralité liée donc au phénomène, qui participe à l'accentuation du phénomène. Donc Farida va parler maintenant de la première polémique concernant la loi portant généralisation de la langue tamazight à l'ensemble des régions arabophones. Allez-y. Merci Ibtissam. Alors, la question de généralisation de la loi, de la langue tamazight à travers toutes les écoles du pays est intervenue après une proposition d'une députée du Parti des Travailleurs, le PT, en 2017. Mais en réalité, et là ça a fait une grande polémique, mais en réalité, l'enseignement du tamazight lui-même et sa reconnaissance en tant que langue ne date pas d'hier. Hein, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais il existe des dates clés qui sont incontournables. D'abord, la décision d'arabisation totale en 62 jusqu'en 65 avec le mythe panarabique de Nasser et du Baptiste. Ensuite, la deuxième date clé, ça va être le printemps berbère en 1980, où il y avait un mouvement de revendication. Plus tard, en 1995, ça a été le début de l'enseignement du tamazight à travers notamment les wilayas berbérophones. Et puis, la date clé 2002, reconnaissance du tamazight comme langue nationale. Ce qui ne veut pas dire grand-chose en réalité. Il y a ensuite, 2004, on propose l'enseignement du tamazight de manière optionnelle, ce qui est intéressant. 2008, l'enseignement de la langue tamazight est facultatif à l'école. 2016, le tamazight devient langue officielle et deuxième langue officielle et nationale. Donc, la proposition de loi qui va intervenir en 2017 va justement vouloir apporter un amendement à la loi de 2008 qui propose le caractère facultatif de l'enseignement de cette langue. Et cette députée du PT propose que cette langue devienne obligatoire, d'abord l'enseignement se généralise et que l'enseignement devienne obligatoire et non facultatif. Donc entre partisans et opposants, très vite le débat devient virulent, une polémique va naître. La presse, aussi bien traditionnelle que virtuelle, et donc les réseaux sociaux numériques, qui relayent l'information, confortent leur position de support naturel, de polémique, tel que décrit par Orecchioli. Oui, donc voilà. Donc concernant la deuxième polémique, elle concerne la décision du remplacement de l'anglais par le français par l'anglais. Alors c'est la première tentative de remplacement du français par l'anglais, donc comme je le disais tout à l'heure, remonte à 1993, quand l'État algérien a engagé une série de réformes et a décidé de proposer l'enseignement optionnel de l'anglais au lieu du français au primaire. Donc c'est une réforme ou une décision qui a été abandonnée graduellement à partir des années 2000, ou à partir de l'année 2000. Alors en 2019, l'ex-ministre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a adressé une correspondance aux recteurs des universités pour leur demander de renforcer l'usage de l'anglais en commençant par écrire les en-têtes des documents officiels en arabe et en anglais. Bon, je fais un raccourci, c'est tout ce qui reste de la décision jusqu'à présent. Il n'y a que les en-têtes qui restent. Alors il y a un sondage qui a été destiné à la communauté universitaire, il a également été lancé sur une plateforme afin de recueillir les avis sur la question. Il en est ressorti donc que 94% des avis étaient favorables au remplacement du français par l'anglais. Je cite ici le mémoire de master de mon étudiante
de notre étudiante Bouziane Zian, qui a travaillé sur le sujet. Son mémoire est en ligne. Donc, il faut dire que ce sondage, c'est tout le monde qui y a participé. Il n'y a pas que les étudiants, il n'y a pas que la communauté universitaire. Donc, il était ouvert à tout le monde. S'il vous plaît, je demande encore aux collègues qui sont en ligne de couper leur micro, parce qu'il y a des interférences. Merci. Alors, la polémique a eu lieu durant la période du Hirak, où on ne peut pas couper le son? S'il vous plaît, les collègues qui sont en ligne, coupez vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a du bruit. Et ça gêne énormément. Je vous remercie. Alors, le dernier point, donc la polémique, il faut rappeler le contexte aussi qui a présidé, on va dire, à l'émergence ou à la naissance de la polémique. C'était durant la période du Hirak, où l'exacerbation des référents identitaires a servi à créer la diversion et les fausses polémiques dans les discours officiels. Je rappelle l'étendard berbère, mais aussi toutes les questions par rapport aux langues. Alors, si la langue, donc, on voit bien la diapo. Excusez-moi une minute. Voilà. Donc, si la langue d'enseignement des filières scientifiques est effectivement le français, il faut savoir que des travaux de recherche montrent, à partir des enquêtes de terrain, et là encore on s'appuie sur les travaux de nos étudiants, que le recours aux langues premières devient la règle, notamment chez les jeunes enseignants, même dans les départements d'agronomie, de biologie, etc. On n'enseigne plus en français, ce n'est plus le français qui pose problème dans l'enseignement des filières scientifiques, mais c'est bel et bien l'usage de l'arabe algérien qui s'impose, parce que les enseignants maîtrisent de moins en moins le français, et le public aussi, les étudiants maîtrisent de moins en moins le français. Donc ce n'est pas qu'en est-il maintenant du remplacement du français par l'anglais? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment la maîtrise des langues plutôt que les langues elles-mêmes. Donc je cite aussi le travail de notre étudiante, donc Tabib Asma. Alors, la polémique de la substitution de l'anglais au français relève de tentatives de restructuration en réalité du champ du pouvoir au Maghreb, en instrumentalisant les questions linguistiques et identitaires. L'enjeu, c'est d'imposer l'arabe, une langue qui est réduite depuis des décennies à une langue de bois dans la communication institutionnelle. L'objectif de ce remplacement du français par l'anglais ne serait pas d'imposer l'anglais au détriment du français, mais de réduire la présence du français au profit de l'arabe, et ce, dans la mesure où l'anglais est assigné à des domaines scientifiques, ainsi que cela apparaît dans les discours de ses promoteurs en Algérie. Donc là, c'est plutôt l'anglais contre le français, plutôt que l'anglais à la place du français. Voilà. Voilà, je passe donc la parole à Farida pour nous donner les éléments théoriques qui vont nous servir à analyser notre corpus. Donc ça, c'est une problématisation, une présentation du débat autour des langues, notre vision de ce débat sur le remplacement du français par l'anglais et sur Tamazirt. Et là, on va présenter les éléments théoriques qui vont nous permettre d'analyser notre corpus. Alors, qu'en est-il donc de la prise en charge de ces différentes polémiques par la presse? La presse, comme tout rapporteur d'une information, a une responsabilité dans ce qu'il relaie, justement. Cette responsabilité est ces responsabilités sont de diverses natures. Elles sont de forme juridique, de forme éthique, mais en ce qui nous concerne, nous, c'est la responsabilité énonciative dans notre première analyse qui va nous intéresser. Donc, comme tout rapporteur, le journal est responsable de l'effet qu'il donne à la voix qu'il reproduit. Par la sélection de la mise en exergue de telle ou telle autre citation, de tel ou tel autre propos,
et par le choix du discours direct ou indirect qu'il va mettre en évidence dans son journal. Donc la responsabilité, l'engagement et la prise en charge forment ainsi ce que nous appelons le triptyque énonciatif, c'est-à-dire une relation triangulaire que l'analyste du discours se doit de prendre en considération dans l'étude de l'expression des points de vue dans un article de presse. Lorsqu'un journaliste décide de mettre dans son titre ou dans son article un discours rapporté à la forme, au style direct ou indirect, c'est une responsabilité, un engagement et une prise en charge de l'énonciation, c'est-à-dire du niveau de celui qui a dit. Qui a dit quoi? Le niveau d'énonciation est là. Une délocutivité, c'est-à-dire l'absence du jeu dans ce discours qui est rapporté, ne suffit nullement donc à déresponsabiliser le journaliste ou l'organe de presse de ce qui a été rapporté. Donc la délocutivité d'Émile Benveniste, obligé de l'attitude énonciative qui devrait faire disparaître le jeu sous des constructions phrastiques impersonnelles et nominalisées. Ce n'est pas à proprement parler de l'objectivité, mais c'est le jeu de l'objectivité par l'effacement énonciatif. C'est-à-dire que l'absence du jeu dans un discours n'implique pas l'absence, la responsabilité de celui qui le reproduit. Donc, le traitement par la presse devrait obéir aux règles du contrat de communication, qui sont donc un ensemble de règles régies, tacites, mais qui régissent le jeu auquel chaque participant doit se plier. Il y a les règles d'éthique, la charte d'éthique et de déontologie des métiers de la communication, et il y a la ligne éditoriale de l'organe de presse, qui sont les premiers paramètres qu'on doit prendre en ligne de compte pour tout sujet polémique à traiter. Donc, à ce niveau, la posture du journaliste, il existe deux postures que le journaliste ou l'organe de presse adopte. La première posture, c'est le témoin objectif respect du rôle d'intermédiaire vecteur de l'information degré zéro d'implication. C'est le compte rendu objectif neutre. La deuxième posture, c'est justement l'interprète de l'information. À travers l'article apparaissent les convictions et les opinions, les points de vue du journaliste. Et c'est généralement à travers des papiers comme les analyses, l'éditorial, la chronique, ce sont des articles commentés. Donc, les titres d'information sont d'une importance capitale, car non seulement ils conduisent à l'article, donc ils ont une fonction guide d'abord, mais non seulement ils conduisent à l'article, fonction guide, mais encore ils résument, ils condensent, voire ils synthétisent la nouvelle au point de devenir l'essentiel de l'information. Avec le développement des technologies, la presse aussi bien traditionnelle que virtuelle, et donc les réseaux sociaux numériques qui relayent l'information, confortent sa position de support naturel des polémiques. Quelles sont les fonctions des titres de presse? D'abord, les titres dans l'information sont d'une importance capitale, car non seulement ils annoncent la nouvelle, ils nomment une information, c'est leur fonction de désignation. Non seulement ils conduisent à l'article et laissent deviner le contenu, c'est la fonction métadiscursive ou la fonction de guide, mais encore ils résument, ils condensent, voire ils figent la nouvelle au point de devenir l'essentiel de l'information, puis c'est la fonction synthétisante, puis il doit être judicieusement choisi pour attirer le lecteur et lui donner envie de le lire, et c'est la fonction donc séductrice ou de captation, comme la nomme Charoudot. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un organe de presse est avant tout un organe commercial, qui a un but commercial. Donc le choix des titres ne se fait pas de manière aléatoire. Derrière tout choix de titre, il y a donc un objectif, une visée commerciale. Il faut faire vendre. Donc, la finalité commerciale exige des médias de s'attarder sur la fonction de captation.
Parfois, c'est la montagne qui accouche d'une fourmi. Le titre annonce, mais quand on lit, on dit, bon, ce n'était que tout ça pour ça. Donc, c'est fait pour ça, justement. Cet effet de captation est fait pour attirer le lecteur. Et il y va de la responsabilité de l'organe de presse si on trouve qu'il y a exagération, justement, dans la titrologie. Oui, alors pour continuer dans le même sens, on va citer 2 citations pour aller rapidement au lieu de paraphraser. Alors le discours de presse se nourrit des discours sociaux, donc il relaie les polémiques qui ont lieu en société. Et il ne saurait y avoir des discours polémiques pris en soi, ils sont toujours ancrés, ou il est toujours ancré, le discours, et déterminé et motivant à son tour les pratiques journalistiques et médiatiques. Alors nous avons 2 types de titres, de titres, donc 2 choix énonciatifs aussi, qui correspondent à 2 choix énonciatifs, les titres informatifs et les titres incitatifs. Donc pour les titres informatifs, généralement, il y a un semblant de neutralité et d'objectivité, même s'il n'y a jamais de neutralité et d'objectivité dans l'énonciation journalistique. Donc, il y a les 5 W qui sont respectés, le quoi, le où, le quand, le pourquoi et le comment. Concernant les titres incitatifs, alors les titres sont insérés ou insèrent l'événement dans un réseau d'associations, dans un réseau d'associations, d'idées qui activent l'imaginaire collectif. Donc on est plus dans l'interprétatif. On invite le lecteur plutôt à interpréter le titre plutôt que d'avoir une information dont il va se contenter. Voilà, donc il y a une petite coupure d'électricité. Comme il y a une vidéo qui file, donc voilà. Donc on va. On continue? On continue, oui, on continue. Bon, allez, oui. Donc pour les titres informatifs, incitatifs, c'est OK. Oui. Alors, la première. Mais voilà, c'est rétabli. Tout remettre. Voilà, tout rallumer. Bon, tu continues. Alors, la première analyse va porter sur la polémique qui est née suite à la proposition de la généralisation de l'enseignement du Tamazight. Mon corpus comporte 15 titres qui révèlent que le niveau d'énonciation sont distincts mais partagés par les 2 instances. Donc, comme le dit Menguenot, les 2 instances d'énonciation mettent en avant d'abord l'éthos du journaliste rapporteur et de sa ligne éditoriale, puis l'éthos du locuteur qui est la source et la référence interviewée par exemple. Donc en rapportant un discours, le journaliste locuteur-rapporteur se livre à une véritable mise en scène de l'acte d'origine qu'il rapporte en le décontextualisant et en le recontextualisant, ce qui engage sa responsabilité. Bien, alors, les titres que j'ai choisis sont les suivants. Ils appartiennent à 2 formes d'articles journalistiques, soit des articles factuels qui traitent le fait, ce sont des comptes rendus, ou des articles commentés comme l'analyse, voilà, merci, comme l'analyse, le commentaire ou la chronique. Ce sont des titres tirés d'articles de la presse francophone algérienne et étrangère. Alors, Algérie Tamazirt, ainsi long chemin. Journal Le Point. Généralisation du Tamazirt, Ben Rabret veut interdire la grève dans l'éducation. Le quotidien d'Oran. Engouement pour l'enseignement de Tamazirt. El Watan. Pourquoi les islamistes continuent de s'opposer à la Mazir. Sur les contributions et les entretiens, j'ai également choisi des titres. Alors, Tamazirt, une chance à saisir sur El Watan.
L'enseignement de Tamazight est un grand acquis pour la cause identitaire. El-Watan, vous avez aussi la source, le premier locuteur qui a dit ça. La présence de Tamazight aux côtés de l'arabe n'est pas une source d'affrontement. Arabe Tamazight, l'école envahie par la colère et la vengeance. Tamazight à l'école ou le test de l'algérianité. Tamazight est un projet à long terme. Tamazight, langue nationale et officielle, le défi est désormais académique. Tamazight n'occupe pas encore la place qui lui revient. Les Chewi exigent la généralisation de l'enseignement du Tamazight. Tamazight arabe, l'école algérienne est-elle prisonnière des clivages idéologiques? Alors, dans le premier échantillon, le premier échantillon du corpus, nous avons prélevé 4 titres de 2 comptes rendus et 2 articles d'analyse à travers lesquels la position des journalistes et donc des journaux respectifs est clairement affichée et assumée. Il s'agit de la première instance du discours. Les 2 quotidiens algériens sont le quotidien de Rang, qui semble neutre et déclaratif. Quand il dit « Ben Rabaret veut interdire la grève dans l'éducation », il nous semble que c'est un titre informatif, mais en réalité, il y a une incitation implicite, une réaction attendue. Puis El-Watan qui affiche également son parti pris pour le projet, ainsi que 2 organes étrangers, Le Point et Jeune Afrique, tous 2 assument des titres connotés et sources de débat et polémiques. Le deuxième échantillon est constitué de 10 titres de contribution aux interviews de la presse algérienne francophone et un seul de la presse française en ligne, Sputnik France. On constate que tous ces titres sont des discours rapportés au style direct. Le choix de cette forme de titre, entre guillemets, au style direct, n'est pas fortuite. Le choix des séquences prononcées par le locuteur est rapporté par les journalistes dans lesquels les mots soulignés sont sémantiquement chargés et révélateurs d'un parti pris, même s'il n'est pas directement affiché. Le fait de dire une chance à saisir, un grand acquis pour la cause identitaire, la présence du Tamazight aux côtés de l'arabe n'est pas une source d'affrontement. L'école est envahie par la colère et la vengeance. Le test de l'algérianité, le choix de ces mots qui sont ici soulignés n'est pas fortuit. Donc même si ils sont dits par une tierce personne, le fait de les rapporter et de les avoir choisis pour les mettre en exergue comme titre d'un article, la police en gras entre guillemets, implique la responsabilité et l'engagement énonciatif du journaliste signataire de l'article, mais aussi de l'organe de presse qui relaie l'information. Donc, le choix donc, de mettre en exergue comme titre l'article, l'engagement engage la responsabilité de la source et du journaliste rapporteur. Donc, à travers ces titres, il y a 2 niveaux d'énonciation qui apparaissent. C'est le niveau énonciation de la source, de celui qui a dit ça. Ce sont généralement des personnes interviewées ou des personnes censées être une référence en la matière donc, de réflexion. Et la deuxième instance est celle du journaliste et de l'organe de presse qui a relayé l'information. Merci Farida. Donc il faut rappeler qu'on s'est intéressé à des aspects théoriques uniquement du titre. Donc on ne pouvait pas tout faire, on a dû faire des choix. Donc Farida parlait donc de Tamazight, moi je parlerai donc de la polémique concernant le remplacement du français par l'anglais, et je m'intéresse notamment à 3 phénomènes: l'interrogation rhétorique, qui est un procédé discursif qui consiste à poser une question. Elle est également dite interrogation figurée, interrogation déguisée, pseudo-interrogation ou fausse interrogation même. Elle vise à orienter, articuler la réponse dans la mesure où elle admet comme relevant de l'évidence l'énoncé formulé sous forme de question. Elle sert à exprimer l'hésitation et le doute, une objection, une dubitation. La répartition, je vais aussi montrer la répartition bisegmentale du titre en thème et en rème. Le thème, c'est le sujet dont on parle. Le rème, c'est le propos que l'on tient sur le sujet. Et enfin, je vais aborder la métaphore de la guerre, qui est une trope rhétorique dont le but, concernant notre corpus spécialement, est de rendre l'énoncé vivant et accrocheur. Alors, je vais commencer donc par une petite analyse. Il faut peut-être, oui, comme tout à l'heure. Désolée, madame. Oui, je vous interromps. Je n'ai pas abordé encore le corpus. Bon, 3 minutes encore. Alors, 3 minutes, oui. D'accord. Bien.
Alors voilà, donc le corpus rapidement, je vais donc lire rapidement, je n'ai que 3 minutes pour présenter mon corpus. Alors donc les 3 premiers titres, le débat linguistique en Algérie, pourquoi pas 4 langues, remplacer le français par l'anglais à l'université, polémique linguistique en Algérie, vers la fin du français en Algérie, l'anglais à l'université, à la formation professionnelle. Alors l'événement est tantôt désigné comme débat, tantôt comme polémique, comme guerre et même comme querelle. Alors, la question rhétorique ici est à valeur assertive. Elle vise à produire un effet de dubitation, de doute concernant la décision politique. Alors, le REM oriente les termes du débat dans la première question. Pourquoi pas 4 langues? Un plurilinguisme additif est proposé à la place du plurilinguisme soustractif. Le sous-entendu, c'est qu'il y a un conflit à l'origine. Donc, on vise à substituer le français par l'anglais. Dans le deuxième titre, la distance énonciative est marquée par l'interrogation qui met en doute la faisabilité du projet. Remplacer le français par l'anglais à l'université? Point d'interrogation. Comme marque de modalisation, nous avons la ponctuation qui marque ici la subjectivité ou le positionnement énonciatif du journaliste. Dans le titre 3, l'aspect incertain du sort du français est exprimé dans le REM par une interrogation, prédiction alarmiste qui prime sur le thème. Alors, vers la fin du français en Algérie, on passe. Alors, le dessin du jour, anglais contre français, la guerre des langues est-elle déclarée en Algérie? Alors, la polémique linguistique en Algérie, l'anglais à la place du français. Algérie, anglais, français, la guerre des langues bientôt ravivée. Querelle récurrente en Algérie, que faire du français? Alors là aussi, l'énoncé, on énonce en termes d'opposition, anglais versus français. Ce qui est sous-entendu, c'est l'idée de l'exclusion du français au profit de l'anglais. L'interrogation a une fonction ici polémique, elle est alimentée par la métaphore de la guerre, donc la guerre, querelle, etc. Dans l'énoncé 5, la même idée de remplacement revient en termes plus explicites. L'interrogation pointe le caractère dichotomique, voire conflictuel de la décision politique, elle est désignée par le terme polémique. Dans la partie rématique, ou dans le REM, l'idée présupposée est que la guerre des langues est ou a toujours été présente. L'énonciateur s'interroge sur son éventuel ravivement. La métaphore de la guerre, donc aussi dans l'énoncé 6 et 7. Et dans l'énoncé 7, l'énonciateur réfère dans le thème à la guerre, tandis que dans le REM, il s'interroge sur le sort du français. Donc on a à peu près le même phénomène, oui tu passes, le même phénomène dans tous les autres titres que je vais lire. L'analyse, c'est à peu près le même, c'est les présupposés, les sous-entendus qu'on peut dégager. Pourquoi le français est en perte de vitesse en Algérie? Algérie, substitution du français par l'anglais à l'université, les critiques des spécialistes. Anglais ou pas français, là est la question. Remplacement du français par l'anglais, le pouvoir veut-il imposer ce genre de débat pour diviser le mouvement populaire? Diversion en Algérie. Donc je vais parler de quelques peut-être points importants. Donc dans le titre 9, la décision politique est énoncée en termes de substitution, et à cette décision politique, un discours scientifique est convoqué, les critiques des spécialistes. Donc le titre 10 précise l'enjeu de la décision, dont le but caché serait d'exclure le français et non d'introduire l'anglais, et il restitue ici le terme du débat, et on dit aussi, donc présupposer qu'en réalité l'objectif c'est de faire diversion par rapport au contexte de Hirak que j'ai rappelé tout à l'heure. Bien, donc remplacement du français par l'anglais, voilà, donc le débat aurait été imposé pour diviser le Hirak et perpétuer la querelle entre arabophones, berbérophones utilisant le français, donc les berbérophones francophones, si vous voulez, voilà, donc qui utilisent, donc c'est pour le français étant utilisé par les démocrates, et la véritable opposition politique stigmatisée. Donc le français revient à stigmatiser l'élite francophone, les démocrates, et les décrédibiliser. Sauf qu'aujourd'hui, je l'ajoute, l'opposition s'exprime dans plusieurs langues, notamment en arabe algérien, y compris dans les régions berbérophones. Alors il s'agit d'un débat provoqué, la question rhétorique introduit ici, encore une fois, une assertion, et on conclut. Falida, tu Bien. conclus. Alors, quelques éléments de conclusion. Le choix du recours au discours apporté dans la titraille implique la responsabilité énonciative du journaliste et de l'organe de presse. Ceci est indéniable. La présence du discours apporté n'a pas un rôle sémantique, ni synthétisant, mais plutôt sert à la théâtralisation de l'information, ce qui souvent génère une polémique. Donc, bien que l'organe de presse se nourrisse de la polémique de la société, elle en est parfois aussi la source.
La polémique est amplifiée par et dans les titres de presse incitatifs en ce qui concerne les questions linguistiques. Les énoncés alarmistes sont formulés en termes de prédictions, projections et d'hypothèses, ce qui alimente la polémique. Oui, alors la métaphore de la guerre participe également de la polémicité des titres des articles sur la question des langues. On a remarqué aussi que la question rhétorique placée dans le thème ou le rème est sollicitée pour introduire la dubitation, le doute, orienter l'interprétation de l'énoncé et de l'article. Et enfin, on a remarqué aussi que la viralité de la polémique est accentuée par les réseaux sociaux numériques. Voilà, désolé d'avoir pris beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps. Donc merci beaucoup de votre attention et voilà. Merci à vous, chers collègues. Merci à vous, chers collègues. Le binôme Madame Chachou et Madame Tuliquette ont attiré notre attention sur la politique linguistique mise en œuvre par la presse algérienne, tout en mettant en avant donc, le discours polémique incarné dans les titres par une description de la question linguistique. Voilà, qui a concerné en fait 2 décisions. Alors, la première décision a concerné bien sûr la généralisation du thème à l'échelle nationale, et la deuxième décision qui touche bien sûr le remplacement donc, du français par l'anglais. Voilà, donc je vous remercie.